18h, nous sommes ensemble pour une nouvelle nuit blanche que je vous invite à colorer au gré de vos désirs, de vos émotions, de vos états d'âme. La ligne est ouverte jusqu'à 1h du matin. À l'autre bout du fil, au 39 21, il y a Jeanne et Paul, comme tous les soirs, qui vont vous accueillir sous l'œil de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous le savez, à tout moment, vous pouvez me faire part de vos commentaires, de vos réflexions, intervenir en direct à l'antenne, bien sûr, en composant le 39 21, ou m'envoyer un mail, europe1.fr, ainsi que vos messages par SMS qui me parviennent au 7 39 21. Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Chantal. Bonsoir Caroline, bonsoir tous les auditeurs. Comment allez-vous ? Eh bien, je vais très très bien. Oh bah ça fait plaisir d'entendre ça, de démarrer avec vous alors. Oui, tout à fait. Il était temps qu'on apporte du baume au cœur aux auditeurs. Oui, on en a bien besoin en ce moment. Oui, tout à fait. Je tremble un peu de vous avoir à nouveau en ligne parce que ça faisait plusieurs années. On s'est déjà parlé ? Oui. Jeanne m'a dit que vous aviez déjà appelé il y a plusieurs années de cela. Oui, c'était en 2006 plus ou moins. D'accord. Donc j'étais venue avec une question concernant le métissage et ma difficulté à accepter mes différences. Oui. Et en fait, il y a eu tout un retour des auditeurs par rapport à cette question-là où finalement on se rendait compte que c'était peut-être aussi certaines questions de l'ordre de l'éducation qu'on m'avait données qui ont fait que j'avais une souffrance à ce niveau-là. Et voilà. Ça vous a permis d'y réfléchir, notamment les interventions des auditeurs qui étaient à l'écoute ce soir-là. Ça a dégagé des pistes auxquelles vous n'aviez pas songé, réfléchi jusque-là. Oui, en effet, ça a été un bon éclaircissement. Et puis en parallèle, je faisais donc un travail sur moi-même de longue haleine. Oui. Et qui continue encore, mais dans des degrés beaucoup plus conscients et beaucoup plus light dans la façon de l'investir. Enfin, façon de parler, parce qu'il y a des choses, c'est pas toujours très light. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, 8 ans plus tard, votre métissage n'est plus une source de problèmes pour vous, d'inquiétude, d'angoisse. Tout à fait. Ça va mieux, vous êtes plus en paix avec vous-même. Oui, je suis plus en paix avec moi-même parce que j'ai compris ce qui s'était joué et qu'au contraire, il y a une sorte d'équanimité. Et que, au final, quand je me dis que j'ai les mêmes origines qu'en fait l'humanité entière qui est faite de métissage, je me dis que malgré tout ce qui s'est passé, finalement, comme avait dit un des auditeurs ou une auditrice, ce qui compte, c'est la couleur du cœur. Oui, c'est une jolie métaphore évidemment, mais c'est vrai que c'est pas toujours si simple. Et c'est lié peut-être aussi justement à l'histoire de vos parents et des générations d'ailleurs qui les avaient précédés. C'est aussi ce qui se transmet à travers ça. Ça peut être une force, un atout, quelque chose en plus, ou au contraire, on peut y raccrocher beaucoup de souffrances, mais des souffrances aussi liées à des difficultés vécues par les générations qui vous ont précédé, peut-être aussi. Exactement, mais les points positifs sont axés sur le fait que c'est une richesse sur le plan intellectuel et intrapersonnel, je dirais, entre soi et soi, parce que finalement, moi je vois qu'il y a deux pendants. Il y a le pendant de la chanson de Yannick Noah, Je suis métisse, mélange de couleurs, et puis aussi la chanson de Stromae, où c'était intéressant de voir que qu'il y avait deux façons de l'aborder. Et le fait notamment, et ça peut paraître anecdotique, que Stromae ait les mêmes origines que moi, fait que le même métissage, ça me renvoie à quelque chose de plus dynamique. Oui, il y a un modèle positif là, à travers ce jeune homme, ce jeune chanteur qui a effectivement un talent fou. Voilà. Et qui est aimé de tellement de gens, à juste titre, parce qu'effectivement, il est très novateur, très... Donc pour vous, c'est un beau modèle, belle réussite. Tout à fait. Et vous avez des enfants ? Non. Ma sœur en a eu son premier récemment.
Oui. mais je ne donnerai pas de prénom par respect pour la famille. Non, oui. Mais je suis très contente d'être tante. Et moi, je ne compte pas en avoir parce que c'est un choix et que je dis souvent que je suis mon propre enfant. Et par contre, le seul enfant que je voudrais avoir, ce serait d'écrire un bouquin. Lié à votre histoire, justement, à ce cheminement que vous avez eu, à cette réflexion, ou sur un tout autre thème? Disons que ce serait un peu une sorte... Enfin là, je parle un peu comme une ébauche, mais ce serait l'idée d'une sorte d'autobiographie liée enfin, avec des sortes de rebondissements humoristiques, avec un état d'esprit qui touche un peu à différentes passions telles que l'astrologie, la psychanalyse, tout ça. Et voilà quoi. Et l'humour, parce que c'est ma passion, c'est faire rire les gens. Dites-moi, le thérapeute qui vous a accompagné, il doit être ravi de vous voir dans ces projets-là aujourd'hui, parce qu'arriver finalement à faire de ce qui au départ était un poids, une douleur, d'arriver à en faire une création, et en plus avec sur un mode léger finalement, pouvoir ce qui traduit la distance que vous avez prise et qu'aujourd'hui vous pouvez même, je dis pas en rire, mais avoir un humour, un distancié sur quelque chose, ça montre à quel point effectivement vous allez bien. Oui, je vais très très bien et je suis assez lucide sur les forces qui m'ont habité pendant tout ce parcours, car j'ai commencé des problèmes de santé mentale en 96 plus précisément, et maintenant je suis au sortir de tout ça avec un début de détachement par rapport à tout ce qui touche à des notions de psychiatrie, tout ça. Bon, évidemment, il s'agit de tourner une page, quoi. Et d'en écrire d'autres, des nouvelles, puisque vous en avez plein à écrire, que vous envisagez d'écrire en tout cas. Voilà, tout à fait. Et justement, mon support, j'allais dire mon support affectif, mon support thérapeutique m'invite très fortement à travailler dans le domaine de l'écriture, car c'est vrai que mon entourage connaît mon état d'esprit et mes doutes verbales et mes aphorismes. Et en même temps, bon, voilà, je ne suis pas encore la Woody Allen de la psychiatrie, ni de la psychanalyse, mais en tout cas... Mais ça peut venir. Voilà, ça peut venir. Alors, il faut vous y mettre, là. Hein. Tout à fait. Et on en parlera quand vous aurez terminé. Oui. D'accord, vous reviendrez vers moi. Tout à fait. Merci en tout cas alors d'avoir donné de vos nouvelles et de bonnes nouvelles. Et puis plein de bonnes choses pour l'écriture de ce livre, de cette autobiographie. Oui, merci. Merci Chantal. Une bonne soirée. Merci, vous aussi, au revoir. Bonsoir Mylène. Bonsoir Carolina. Très émue, très touchée de passer avec vous ce soir. Je vous écoute depuis un an avec passion et intérêt. Je ne loupe aucune de vos émissions. Oh, merci. Si j'en loupe une, je l'écoute le lendemain en podcast. En podcast, oui, il y a cette possibilité. Ah, vous êtes une... Voilà. Bon. Je fais partie du groupe de la Libre Antenne sur Europe 1. Je pense bien à eux. D'accord. Voilà. Bah oui, mes amitiés aussi à ce groupe qui est très, très actif. Hein. Oui, nous sommes très actifs. Oui. Voilà. Pour les présentations sont faites. Donc, ma problématique, bon, je pense qu'on vous en a donc parlé, que j'ai 40 ans. Oui. Je suis à un moment de ma vie où je me pose la question de savoir, parce qu'en fait, j'avais pris la décision de ne pas avoir d'enfant, parce que je ne me suis jamais projetée en tant que mère. Oui. Et aujourd'hui, j'ai 40 ans et je me demande si j'ai fait le bon choix. Et si ce choix que j'ai fait, je ne vais pas le regretter a posteriori. Par la suite, en me disant, peut-être la plus belle chose que tu aurais pu faire dans ta vie, mais finalement, tu ne la feras pas. Oui. Donc, ça me pose souci, à savoir, est-ce que je prends la bonne décision ? Depuis quelque temps, là, vous êtes dans ces pensées-là, ça vous travaille, là, depuis que vous venez de fêter, justement, vos 40 ans ou... Mes 40 ans, je les ai fêtés il y a à peu près,
c'est-à-dire 7 mois, c'est ça? Oui, 7, Oui, 8 c'est mois. récent. Oui, mais j'en avais parlé à mon psychiatre et il m'avait dit, il n'y a pas de souci, il y a des gens qui ne sont pas faits pour être parents et voilà, parce que c'est vrai que c'est un petit peu mal vu par la société, même par les mamans de ma famille. Certaines ne comprennent pas qu'à 40 ans, une femme n'est pas d'enfant, voilà. Oui. Dans votre famille déjà, c'est compliqué pour vous. Vous avez des réactions comme ça qui ont pu vous faire du mal ou vous parlez des femmes de votre famille? Non, disons que c'est insidieux parce que les gens le font comprendre, mais sans le dire. S'interroge en tout cas. Oui. Sur le fait que vous n'ayez pas d'enfant. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que vous me dites que jusque-là, vous ne vous étiez jamais projetée en tant que mère? C'est-à-dire que ça ne vous traversait pas l'esprit, ou en tout cas, vous vous disiez non, c'est pas pour moi, pour des raisons, justement, peut-être que si vous pouviez me les expliquer, je sais pas. Je vais vous les expliquer. Oui. J'ai fait mes études, je les ai finies en 1997. J'ai échoué sur un diplôme d'études comptables et financières. Oui. C'est 4 ans après le bac. J'ai été très, très, très touchée parce que j'ai abandonné au moment de passer mes épreuves. Parce que j'avais échoué à une épreuve où je savais que la note éliminatoire c'était en dessous de 6 et comme je l'avais terriblement raté cette épreuve, ça m'a énormément affectée et j'ai même pas fini mes épreuves. Ensuite j'ai eu du mal à trouver du travail, puis j'ai trouvé du travail, mais je m'ennuyais dans ce que je faisais, je trouvais que ce que je faisais était trop facile et n'était pas à mon niveau. J'ai eu la chance après de trouver un emploi en tant que comptable, ce que je recherchais depuis longtemps. Oui. Mais finalement, ce travail me générait trop de stress. Et en parallèle, ce que je vous ai pas expliqué, c'est que j'ai eu une enfance difficile, c'est-à-dire que mon père battait ma mère et ma mère nous battait à nous, nos 4 enfants. Alors si vous voulez, le modèle que j'ai moi d'une mère, il est très compliqué. J'ai voulu donner de l'amour à ma mère et cet amour, je n'ai pas pu le donner. Et j'ai eu des chats chez moi et je me suis j'ai reporté tout l'amour que je n'ai pas pu donner à ma mère, je l'ai reporté sur ces animaux. Alors c'est vrai que je disais hier à Paul, quand des femmes voient un bébé, elles sont en admiration, elles sont un petit peu, entre guillemets, gaga. Et moi, ça ne me fait pas ça. Les bébés, ça me fait un petit peu peur parce que je ne saurais pas m'en occuper. Alors que quand je vois un chat, je sais de suite ce qu'il y a à faire, de suite. C'est comme un enfant. Oui, non, c'est pas. Non, je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas si différent dans le côté petit être dépendant. Dont il faut s'occuper, qui a besoin de soins pour vivre. Si ce n'est que les bébés humains, vous avez peur de ne pas savoir faire, de ne pas être une bonne mère ou une mère suffisamment bonne. C'est votre peur. Ça ne veut pas dire que vous ne sauriez pas faire, parce que de toute façon, il y a toujours un apprentissage. C'est pas de l'inné, contrairement aux animaux justement. Mais enfin, tout ce que j'ai fait jusqu'à mon travail de comptable, je l'ai toujours réussi. En général, je me donne les moyens de réussir, mais bon, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu, puisque bon, j'en ai jamais eu, donc forcément, voilà, il y a une appréhension, quoi. Et par la suite, donc, pour continuer cette expérience professionnelle, j'ai fait une sorte de burn-out et je me suis alcoolisée. Je suis rentrée de mon travail, j'avais 35 km à faire, je ne me rappelle absolument pas du retour. Vous avez eu un accident ? J'aurais pu tuer quelqu'un, j'aurais pu me tuer. Heureusement, rien ne s'est passé. Mais le lendemain, quand j'ai voulu repartir au travail, bon, déjà, quand je suis sortie de la voiture, il a fallu que des gens me contiennent sur la route parce que je voulais me jeter sous les roues d'une voiture. Et heureusement, mon ami est arrivé vite, il m'a fait rentrer dans la maison parce que les gendarmes étaient là. Et s'il m'avait attrapé, je pense que j'aurais fait un petit séjour en prison. Mérité, mais bon, heureusement, vous n'avez causé de tort à personne et vous-même, vous en êtes sorti indemne. Donc très bien, tout va bien. J'ai eu beaucoup de chance.
chance. Oui, mais je tant crois que j'ai mieux. eu beaucoup Mais de ça chance. vous a permis de prendre conscience aussi qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout et Oui, qu'effectivement votre travail, vous l'investissiez tellement, de façon tellement consciencieuse que vous avez fini par craquer. Vous me Oui, on m'a parlez mis la d'amis pression. d'ailleurs. Est-ce que vous avez un compagnon auprès de vous là actuellement? Oui, alors Oui. Qu'est-ce je qu'il suis en en dit couple. lui? Est-ce que vous lui en Hum, parlez, j'imagine, de ce qui ben, vous il sait tout, questionne? Il connaît il sait votre tout de vie? ma vie, Hmm. parce qu'on se dit tout, voilà. Oui. On est ensemble depuis 1993, mariés depuis 2011, Hmm. donc depuis plus de 20 ans. Oui. Ben, il essaie de me canaliser, mais Et qu'est-ce c'est qu'il pas en dit, lui? difficile. C'est-à-dire, lui, est-ce que c'est une question, si par exemple il n'avait pas d'enfant, ça lui poserait Ah, problème ou pas? non, non, non. C'est dans un couple, il y a parfois, pas toujours, un élément moteur. Je suis l'élément moteur. Il est un petit peu l'élément suiveur. Et je ne veux pas dire qu'il n'a pas de personnalité. C'est pas du tout ce que je veux dire. C'est un ange. Mais il est complètement d'accord avec ce que je dis parce que quand je m'exprime, Il ne manifeste pas, lui, de désir, non, en tout pas cas de par désir. rapport à cette question de désir d'enfant. Donc ça Non, veut dire que si vous lui disiez, non, finalement, je ne souhaite pas faire d'enfant, c'est trop compliqué du fait de mon histoire, il ne vous poserait pas de problème. Si vous lui disiez, finalement, si j'ai très envie d'un enfant, il il serait ferait. d'accord pour. Voilà, D'accord. tout à Donc, fait. alors Tout c'est à fait. d'autant plus compliqué pour vous finalement parce que la décision vous incombe. Ça vous laisse Oui, face à oui, vous-même et oui, face à oui, à ce choix. oui, Ça serait oui. intéressant. Je pense que c'est une question qui, comment dire, qui est présente chez de nombreuses femmes, notamment, parce que c'est vrai Oui, qu'il y a oui. ce cap, il y a on en parle beaucoup d'ailleurs actuellement avec quand on voit des sociétés américaines qui proposent à leurs employés de pouvoir congeler leurs ovocytes, Très juste. ou ici en France c'est interdit, mais ou dans d'autres pays c'est autorisé, pour justement au cas où les femmes, parce qu'à ce moment-là elles n'ont pas de compagnon, ou elles sont dans une carrière professionnelle, où c'est pas le moment, mais qu'au moins elles soient plus arrêtées par cette horloge biologique. Donc c'est vraiment des questions qui sont déjà sur le devant de l'actualité et puis qui de toute façon se posent. Donc j'aimerais bien peut-être qu'on aura des auditrices qui vont nous appeler, qui comme vous, jusque-là, 40 ans, ça peut être un peu avant ou un peu après, se disaient non, je n'aurai pas d'enfant pour des raisons personnelles, et puis qui se sont dit un beau jour si je peux pas passer à côté, et d'autres qui au contraire ont fait ce choix de ne pas avoir d'enfants. Et en général ces femmes savent réellement pourquoi elles ont fait ce choix. 39-21 si vous avez envie de témoigner. Je reçois déjà des témoignages là-dessus. Quelqu'un me dit, moi j'ai 52 ans, je n'ai pas d'enfant et je ne le regrette pas. Freddy, au contraire, dit, si vous vous posez cette question, c'est que vous êtes peut-être déjà en train d'avoir des regrets, donc il vaudrait mieux faire cet enfant. Moi j'ai 47 ans et pour moi c'est trop tard, c'est mon plus grand regret. Et puis Margaret dit, si jusqu'à maintenant un enfant ne vous a pas manqué, ce serait dommage de commencer à avoir des regrets. On peut vivre sans enfant tout en étant bien dans sa peau. Oui, c'est vrai, mais justement, je ne sais pas, a posteriori, ce que je ressentirais, si je ressentirais justement du regret, parce que c'est quand même, je pense, dans la vie d'une femme, quelque chose d'extraordinaire d'avoir un enfant. Oui, mais vous voyez le modèle, je ne sais pas, parce que c'est vrai qu'on peut comme ça avoir des idées, un peu des clichés, j'ai envie de dire. Vous dites la plus belle chose, une chose extraordinaire. Et oui, ça peut être un très bel événement. Ça peut être aussi, on voit bien quand vous parlez vous de votre histoire, vous avez eu une mère, mais qui n'a pas été du tout maternelle avec vous. Non. Ce qui ne vous a pas empêché, vous, d'avoir beaucoup d'amour à donner. Et ça, c'est pas rien. C'est-à-dire que vous auriez pu, vous-même, être dans une répétition, un schéma de violence ou un schéma... Je le suis. Je le suis. Alors, je vous ai pas tout dit, c'est que quand j'ai fait ce burn-out, quand je suis rentrée inconsciente chez moi, par la suite, je me suis alcoolisée. Je suis tombée un petit peu dans l'alcool festif du week-end, mais je m'alcoolisais quand même beaucoup. Que je suis tombée dans aussi... Enfin, je l'étais avant de m'alcooliser. J'étais violente, j'ai de la violence en moi, j'étais violente vis-à-vis de mon conjoint, je le frappais. Je cherchais le conflit. Donc, j'ai de la violence en moi. Donc, ça aussi, ça m'a beaucoup posé des questions par rapport à la maternité. Je comprends. Vous avez peur.
mais je prends un traitement maintenant. Alors là, je vais vous dire, j'ai la totale, antidépresseur, anxiolytique, antipsychotique et benzodiazépine. Et traitement pour le diabète. Parce que aussi, avec cette consommation d'alcool, j'ai pris, comme ont dû vous le dire vos collaborateurs, depuis 2005, j'ai pris 60 kilos. J'ai eu une opération il y a plus d'1 an, une sleeve. J'ai perdu au jour d'aujourd'hui plus d'une 30aine de kilos. Alors, être enceinte, ça voudrait dire reprendre du poids. Vu que j'en ai perdu 30, plus de 30, ça peut-être poserait problème aussi avec le traitement des médicaments. L'alcool, je n'en prends pratiquement plus. C'est bien, c'est bien. Il y a beaucoup de choses. Cette violence dont vous me parlez, elle s'exerce surtout contre vous. Elle s'est exercée contre vous. C'est vous que vous malmeniez terriblement. Vous faisiez du mal, plus que sur les autres. Il y a eu votre conjoint parce qu'il était paradoxalement le plus proche de vous, mais c'est surtout à vous-même que vous en preniez. Pourquoi vous dites ça? Parce que en vous alcoolisant, D'accord, par rapport à l'alcoolisation. Ah ben oui, et puis quand même, oui. Enfin, vous dans le parcours que vous décrivez, c'est vraiment à vous que vous faisiez du mal. Mais je comprends aussi vos angoisses et que ça vous interroge, c'est-à-dire parce que tout ça vous ramène à un passé très angoissant, à l'histoire de vos parents où c'était une histoire faite de violence, et ça montre bien que vous savez, quand vous dites j'ai de la violence en moi, oui, mais ça veut pas dire que c'est quelque chose qui est, comment dire, une fatalité. C'est-à-dire la violence que vous avez en vous, elle parle aussi de la violence que vous avez subie, vous. Ah oui. Il y a pas on ne devient pas violent comme ça ne vient pas par génération spontanée. Elle parle de votre histoire aussi d'enfant. Non, mais je suis bien consciente que la violence que j'ai en moi, elle vient de la violence que j'ai reçue de ma mère. Ça, j'en suis bien consciente. Alors maintenant, effectivement, c'est normal que ça vous interroge. Et quand des femmes qui, comme vous, ont eu un parcours sans aller forcément jusqu'à des problèmes de violence, mais parfois une mère qui avait du mal à être démonstrative, à être tendre, à être maternelle, enfin une relation un peu compliquée à la mère, et beaucoup de femmes s'interrogent sur leur capacité à être mère, ont peur, en tout cas comme vous aussi peut-être d'être de mauvaises mères, je le mets vraiment entre guillemets, en tout cas des mères qui ne vont pas pouvoir être des mères pour un enfant. Et dans ces cas-là, parfois, dire « je n'aurai pas d'enfant », c'est finalement se montrer maternelle par rapport à cet enfant qui ne naîtra pas. C'est-à-dire, c'est aussi dire « j'arrête quelque chose d'une reproduction, d'un schéma, de quelque chose, d'arrêter si on n'est pas sûr de pas pouvoir, enfin de pas être prise dans quelque chose qui nous dépasserait ». En tout cas, aujourd'hui, moi j'ai l'impression, à vous entendre, c'est que vous avez déjà fort à faire et vous à vous occuper de vous-même. Je m'occupe de moi-même. Et vous vous occupez, oui, parce que déjà vous avez pu arrêter l'alcool. Voilà. Par rapport à cette prise de poids, à nouveau, vous essayez, lié à vos traitements aussi beaucoup, vous essayez de vous réguler. Donc, ça vous demande beaucoup de temps et d'énergie de vous occuper de vous. Beaucoup, oui. On va continuer à en parler et on aura peut-être des réactions comme ça, des femmes qui, comme vous, s'interrogent, devenir mère ou pas, mais ce sera après les infos de 23h. Ne raccrochez pas, Mylène. Non. Marie-Pierre nous rejoindra juste après. Merci. Se poursuit jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez appeler le 39 21 si vous avez envie de partager avec nous un moment de votre vie, si vous vous sentez un peu tourmenté par rapport à une situation, vous avez un peu de mal à faire face seul. N'hésitez pas, on est là en direct avec vous, à vos côtés. On essaiera de vous aider à avancer. 39 21 pour témoigner, pour réagir avec un témoignage. Alors, je suis en compagnie de Mylène ce soir. Là, Mylène
Mylène, donc vous avez 40 ans, vous avez eu 40 ans il y a quoi, 7 mois, et jusqu'à présent, vous ne vous étiez jamais projetée en tant que mère, et puis là, depuis quelque temps, vous vous dites, est-ce que finalement, je ne le regretterai pas si je passe à côté, donc vous êtes un peu tiraillée un peu par rapport à ce questionnement. Beaucoup de réactions qui arrivent, notamment par SMS au 7 39 21. Il y a Babette qui dit Mylène est touchante de sincérité. Il y a Isabelle de Bordeaux qui dit ce qui est intéressant, c'est que finalement aujourd'hui, comme Mylène, on peut s'offrir le luxe, entre guillemets, de se poser la question d'avoir un enfant. Elle dit jusqu'alors que vous étiez englué dans vos problèmes, alors elle dit que c'est un formidable élan de vie. Et j'irais même, en dépassant votre situation, oui, on pourrait dire c'est un luxe encore propre aux femmes, au pays ou qui ont accès à la contraception. Hier, on a parlé de la loi sur l'IVG aussi, de Simone Veil, l'anniversaire de la loi. Bon, donc c'est vrai qu'il y a encore dans beaucoup de pays où les femmes ne se posent pas la question. Les grossesses arrivent, qu'elles le veuillent ou non, les grossesses arrivent. Et c'est vrai que oui, bien sûr que c'est un confort et c'est un luxe, et en même temps, ça met face à soi-même, face à cette liberté. Et ça peut être effectivement un peu vertigineux, angoissant. Il y a quelqu'un qui signale que sur Arte, demain, il y a justement une émission sur les femmes qui ne veulent pas d'enfants. Elle ajoute femmes suspectes. Quel poids la société fait peser sur les personnes qui ne sont pas dans un schéma normal, entre guillemets. En tout cas, qui sortent un peu, des conventions, on va dire. Voilà. Alors après, j'ai d'autres réactions. Sophia qui dit « Je n'ai pas d'enfant et je n'en ai jamais voulu. On ne fait pas un enfant pour faire comme les autres ou par pression de la société. C'est ma vie et je ne regrette pas mon choix. » Agnès dit « Un petit enfant, c'est tellement d'amour. » Vous voyez, il y a des réactions extrêmement contrastées. Il y a Jean-Paul qui dit « Je pense que Mylène, qui a cette merveilleux accent qui chante, ferait mieux de pas avoir d'enfant. Mais par contre, elle pourrait peut-être s'en occuper. Je trouve, ou en tout cas, on sent, ajoute Jean-Paul, que vous avez beaucoup d'amour à donner. » Nat dit « Je n'ai jamais eu la chance d'avoir un enfant et maintenant, je le regrette. » Isabelle de Bordeaux qui dit « Il faut pouvoir offrir un cadre sécurisant à un enfant avec un suivi pour anticiper les dérapages si c'est possible. La prise de poids n'est pas une fatalité. » Jo dit « Pour moi, il faut être prête. Il faut être heureuse pour avoir un enfant, donc prête pour être mère. » Voilà, je m'étais emmêlée dans son message. Voilà un petit peu ce que je reçois comme message. Et il y a Germain qui dit « Mylène nous livre un témoignage tout en pudeur et en émotion. » Moi, je pense effectivement que vous avez en vous me parlez de cette violence qui par moment vous habite. Je trouve que cette violence, c'est surtout contre vous. À un moment, vous l'avez retournée. Heureusement, semble-t-il, aujourd'hui, vous prenez mieux soin de vous. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que vous avez fort à faire. C'est-à-dire que vous vous occupez de vous. Peut-être qu'on ne s'est jamais occupé de vous, même sûrement. En tout cas, vous avez eu des parents qui n'ont pas pu être parents pour vous, qui n'ont pas pu vous être contenants, qui n'ont pas pu vous sécuriser. Aujourd'hui, vous avez choisi, finalement, vous avez auprès de vous un compagnon qui semble très à votre écoute, assez aimant, et vous arrivez aujourd'hui, vous, à vous occuper de vous. Et c'est peut-être ça aussi pour vous le plus grand des défis, de commencer, c'est là où je disais être finalement une bonne mère pour vous. Déjà. Et je pense quand vous me parliez à ces animaux dont vous vous occupez, en l'occurrence des chats, je pense que on sent qu'il y a au-delà de cette agressivité qui se retournait contre vous, beaucoup d'amour chez vous et beaucoup de tendresse. Et je pense que vous êtes quelqu'un de maternel. Et ça vous dites par exemple avec des petits chats, vous savez vous en occuper. Mais ça veut dire qu'il y a cette tendresse en vous, il y a cet amour. Ça vous fait moins peur avec des animaux qu'effectivement avec un bébé, et la responsabilité que ça suppose. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de maturité chez vous. Parce que vous savez, il y en a qui se posent pas tant la question. Or, c'est vrai que quand on y réfléchit, avoir un enfant et l'éduquer, c'est la plus grande des responsabilités qui soit. Ah oui, j'en suis consciente. Mais on va accueillir, parce qu'il y a des réactions. Je vous disais que Marie-Pierre était avec nous au 39 21. Elle patiente depuis un petit moment. Je crois qu'elle a très envie de vous parler. Bonsoir Marie-Pierre.
Bonsoir. 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 Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire justement Alors, j'ai envie à Mylène sur de ce lui sujet dire, sensible? Je suis une vieille dame, j'ai 75 ans, je n'ai Oui. pas d'enfant, Mhm. et je vous assure qu'à 75 ans, je n'ai jamais regretté de ne pas avoir d'enfant. Pour la raison suivante, j'ai eu des parents qui étaient mariés au moment de ma naissance, j'étais leur premier enfant, et ils se sont jamais conduits vis-à-vis de moi comme des parents. J'ai eu la grande chance d'être prise très jeune par ma grand-mère, qui était la mère de maman. Bon. Et avec mes grands-parents, j'ai eu, si vous voulez, beaucoup d'affection, d'éducation, d'instruction. Mon grand-père a surveillé mes études, puisque je suis maintenant docteur en droit. Oui, en effet. Vous voyez? Ah oui, Eh surtout, bien, surtout dans votre jeunesse, effectivement, c'est des très très longues études. Oui, mais voyant comment étaient mes parents, il m'a dit il faut absolument que tu aies un bon métier. C'est lui qui m'a encouragée à travailler. Oui. Bon, et j'aime beaucoup ce que je fais. J'ai beaucoup aimé mon métier. J'ai eu beaucoup de satisfaction. Et je comprends que cette dame ait de l'amour à donner. Et vous allez me dire, bon, j'ai été mariée, je suis veuve maintenant. Je me suis très très bien entendue avec mon mari, j'ai pas de mauvais souvenirs, mais l'amour que je crois chacun a à donner, moi je le donne autour de moi vis-à-vis d'amis, de relations, de voisins qui ont besoin d'un peu d'aide, d'un peu de secours, de les aider pour une démarche, pour faire une lettre, pour les écouter au téléphone. Vous oui, voyez? je comprends. Oui, mais c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs façons d'être maternelle. Absolument. Et qu'il y a, à l'inverse, des femmes qui ont des enfants et qui ne sont pas du tout maternelles. Alors, à ce moment-là, vous faites des enfants qui sont malheureux, qui tournent plus ou moins bien quelquefois parce qu'il leur a manqué quelque chose dans la vie. Vous voyez, alors à ce moment-là, bon, on dit je regrette de ne pas avoir d'enfant, mais pour avoir un mauvais résultat, il vaut mieux donner ce que vous avez comme amour ou comme gentillesse ou comme charité à d'autres qui l'apprécient et que vous rendez heureux. C'est-à-dire, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous ne regrettez pas ce choix. Mylène, c'est différent, elle est à la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Oui. Voilà. Et heureusement, j'ai envie de dire pour vous, Marie-Pierre, que vous n'ayez pas ce regret, parce que pour le coup, c'est dur à vivre avec ça. C'est pas dur. Une seconde. Et j'avais un mari avec nous ne sommes jamais battus. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu le problème de Mylène. Oui, bien sûr. Non, mais il est important quand même de rappeler, parce que c'est vrai que je vois des messages, bien sûr. Il y a Yvan qui dit avoir un enfant, c'est un acte d'amour, un engagement, évidemment, envers un être vivant. Il y a Osiris qui dit ce choix ne mène-t-il pas à un enfermement psychologique? Alors, j'ai pas compris la question d'Osiris. Est-ce que c'est le choix de ne pas avoir d'enfant, je pense, qui mène à un enfermement? Mais vous savez, on peut rester dans une forme d'enfermement aussi. Alors, même avec des enfants parfois, ou les enfermer. Donc, mais cela dit, après c'est quelque chose de très intime, et du coup il est très difficile d'en débattre avec des généralités, parce que c'est à chaque fois des histoires singulières. Et pour une femme qui a il y a des femmes dont la question se pose pas, elles ne concevraient pas leur vie sans enfants. C'est pour elle, enfin, vous voyez, elle serait effectivement très malheureuse si elle pouvait pas en avoir. Et de fait, les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est un chagrin, c'est une vraie souffrance de la stérilité, c'est une vraie blessure, c'est un vrai chagrin. Alors effectivement, il y en a qui peuvent se dire quel luxe de pouvoir se poser la question, est-ce que je veux ou je veux pas, est-ce que je suis prête ou pas prête, et en même temps ça aussi, ça cause des tourments. Mais je trouve aussi que les femmes qui décident de ne pas avoir d'enfants, souvent elles savent très bien pourquoi elles le font. Et je comprends très bien en plus ce que me disent certaines à travers des messages sur parfois quand même la forme de réprobation qu'elles sentent un peu peser sur elles, ou le côté un peu suspect. Tiens, elle n'a pas d'enfants. C'est étrange quand même. Et c'est vrai que ça se porte plus sur les femmes que sur les hommes. Est-ce que vous l'avez ressenti, par exemple, Marie-Pierre? Jamais. D'accord. Parce que il faut vous dire que j'ai eu beaucoup de chance et de, pardonnez-moi de employer ce mot-là, mais de succès. J'ai eu beaucoup de chance dans ma vie professionnelle, vous voyez. Oui, mais je comprends. J'ai été très bien entourée. J'ai été, c'est pas bien de vous dire ça, ça a l'air orgueilleux, mais j'ai été, je crois, très très appréciée.
Mais non, je comprends. Vous avez trouvé à exister, pas seulement à travers la maternité. Absolument. Et je pense que parmi les femmes, parfois, qui n'ont pas eu d'enfants, il y a aussi, c'est pas seulement toujours des histoires malheureuses, ça peut être aussi des femmes qui ont eu une mère, qui a montré qu'on pouvait aussi avoir un parcours, une vie réussie, une vie heureuse, une vie accomplie en tant que femme, sans forcément que ça passe par la maternité. Parce qu'à l'inverse, on voit aussi des toutes jeunes filles, et ça pose la question des grossesses chez les toutes jeunes adolescentes, il y en a beaucoup notamment en Angleterre, où on voit souvent des jeunes filles qui sont dans une forme errance affective, qui ne trouvent pas leur place au sein de leur famille déjà, puis donc dans la société, et la seule place où elles se disent là, enfin, je vais exister aux yeux de quelqu'un, c'est en ayant un enfant, en devenant mère. Et ça aussi, ça peut être problématique. Donc, rien n'est jamais simple comme ça. En revanche, ce qui devrait pouvoir se faire, et qui heureusement, aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales encore, on peut faire le choix, effectivement, de ne pas avoir d'enfants, alors que dans d'autres cultures, c'est souvent très mal vu. Il y a des cultures où même la stérilité est très très mal vue. Bien sûr. Mais alors, si on a de l'amour ou de la charité ou un peu de cœur à donner, il y a 1000 choses qui peuvent vous rendre très heureux. Moi, voyez-vous, je m'occupe pas du tout d'enfants parce que je sens que je serais incapable de parler à des enfants, de les distraire et de m'en occuper. Vous comprenez ? Je serais devant 2 enfants, je ne sais pas ce que je devrais faire pour les distraire. Vous voyez, pour qu'ils passent, mettons, une bonne après-midi. Par contre, j'ai pas du tout ce sentiment-là avec des gens âgés ou en fin de vie que je vais voir, que j'écoute, qui me racontent leurs souvenirs d'enfance. Il y a récemment un monsieur qui était mourant dans un hôpital et on m'avait demandé d'aller le voir et il m'a raconté la robe que portait sa femme le jour de leur fiançailles, vous voyez, et il était content d'en parler. Mais moi, je serais incapable. C'est pour ça que je ne regrette pas de ne pas avoir d'enfants. Oui, je comprends. Parce que vous n'étiez pas spécialement à l'aise avec les enfants. Non, je ne suis pas à l'aise à l'âge que j'ai avec des enfants. Et je suis très à l'aise avec des personnes adultes. Et justement, vous, Mylène, comment ça se passe ? Vous avez autour de vous des enfants dans votre famille ou des neveux, des nièces ? Comment ça se passe avec les enfants ou d'amis ou... Alors, disons que des amis, je n'en ai quasiment pas, soyons honnêtes. Sauf les amis de la libre antenne qui se reconnaîtront. Et sinon, au niveau familial, j'ai un neveu, donc le fils de mon petit frère. Ça se passe bien, mais je les vois pas souvent. Ils sont sur Bordeaux, donc une centaine de kilomètres de chez moi. C'est pas la distance. Oui, donc vous n'avez pas trop d'enfants autour de vous. Non, je n'ai pas d'enfants autour de moi. Bon, ça, c'est pas un manque. Ça, c'est pas un manque. Parce que cette dame, ce qu'elle disait, c'est qu'elle avait eu une vie professionnelle épanouie. Et moi, ça, je ne l'ai pas. Donc, en fait, je ne suis épanouie que dans ma vie amoureuse avec l'homme avec qui je vis. C'est déjà énorme, hein, Mylène, oui, vous savez. c'est déjà énorme. C'est déjà beaucoup d'avoir, je trouve en plus dans votre contexte, vous avez trouvé, vous, par rapport à ce couple de vos parents où il y avait beaucoup de violence, vous avez trouvé un couple où vous parlez d'harmonie, vous parlez où il y a de l'amour, où il y a de la tendresse. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas dans la répétition, là. Vous avez su trouver un homme qui est aimant et qui est tendre avec vous. Oui, je ne suis pas dans la répétition parce que je me soigne. Mais oui, vous prenez soin de vous. C'est ce que je disais finalement. Vous prenez soin de vous, vous vous occupez de vous et c'est très bien. Oui, merci parce que je veux pas que ma vie ressemble à celle de mes parents. Mais oui, d'ailleurs, elle ne ressemble pas à celle de vos parents. Vous avez réussi à ce niveau-là. Merci beaucoup, Marie-Pierre, en tout cas, de votre témoignage. Écoutez, j'espère qu'elle sera utile à votre interlocuteur. Là, regardez, vous voyez, il y a quelqu'un qui me dit, elle est super intervention de votre docteur en droit, me dit cet auditeur. Ah bon. C'est vous. Mais je suis très très sincère. Vous voyez, mais j'en doute pas. Enfin, oui, on vous sent. À ma voix, on vous sent très. Oh non, vous avez une jolie voix. Non, on vous sent très sincère. Je doute pas, effectivement. On vous sent heureuse, épanouie. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est ce qui compte. J'ai finalement eu beaucoup de chance. Voilà, j'en suis à me dire ça maintenant à 75 ans. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des grands-parents qui sont beaucoup occupés de moi, d'avoir une profession. Ce grand-père qui a cru en vous et qui vous a donné le goût d'apprendre. Oui. Et cette profession dans laquelle vous vous êtes réalisée. Et absolument. Et j'ai encore à 75 ans, de temps en temps, des demandes d'anciens patrons professionnels
qui me demandent mon avis pour telle ou telle question juridique. Oui, et ça vous passionne toujours autant. Mais c'est merveilleux d'avoir une passion. C'est évident. C'est évident. Je suis ravie de vous avoir parlé ce soir. Moi aussi, Marie-Pierre. Hein. Merci beaucoup. Peut-être à bientôt. À bientôt, j'espère. Au revoir. Emma me dit, j'ai pas d'enfants, mais je leur enseigne le chant et le contact se passe très bien. Je me sens très à l'aise avec eux. Pourtant, c'est mon équilibre comme ça. N'en ayant pas, je m'occupe d'eux et ça se passe très bien. Quelqu'un me dit, j'ai 42 ans, malheureusement je n'ai pas eu d'enfant, ça me manque, mais je n'ai pas trouvé le bon compagnon. Ça aussi, hein, ça peut arriver bien sûr. Allez, on accueille Bernard. C'est intéressant d'avoir aussi un avis d'homme sur ce sujet. Et on va conclure avec vous, mon cher Bernard. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Comment c'est Mylène là qui vous écoute. Oui, bonsoir. Bon, je vous ai écouté là. Dans l'ensemble, c'est tout ce que moi je ressens étant homme célibataire. Vous voyez ? Oui. Bon, peut-être que c'est peut-être moins pénible. C'est peut-être au regard des gens. Bon, peut-être que c'est entre guillemets, je dis bien, hein, entre guillemets, peut-être que c'est moins dur. Mais je subis exactement, j'ai subi, bon, parce que maintenant je suis blindé, hein, à 63 ans, vous savez. Donc, c'est vrai que... Comme vous, il n'y a pas de limite d'âge hein, pour vous, les hommes, Bernard. Donc oui, finalement... non, mais moi, de toute façon, c'est pas 63 ans que je m'amusais à faire des enfants, oui, puisque depuis toujours, j'ai jamais voulu me marier, je me suis jamais mis en couple, les relations étaient toujours chacun chez soi, donc jamais mis en couple et j'ai jamais voulu avoir d'enfants. Voilà. Alors, vous aimez vivre seul, vous vous sentez bien seul? En plus, moi je suis quelqu'un de très indépendant et j'aime la solitude. Oui, certainement, oui. Vous voyez, je suis quand même, par rapport à la société de maintenant, regarde beaucoup, je suis un peu en marge. De toute façon, je suis un peu en marge. Non, mais je comprends ce que vous voulez dire. Je suis un peu en marge. Oui, par rapport à la société de maintenant. Enfin, moi, je parle au présent, hein, la société actuelle. En plus, pour vous dire, par exemple, j'ai pas de télévision, je m'en fous totalement. J'ai pas d'internet, je m'en fous totalement. Et je vis très bien sans ça. Vous voyez ? Bon, je suis contre rien, hein, attention. Je ne suis pas je ne suis contre rien. Je mène ma vie, j'exprime ma vie avec ce que je ressens à l'intérieur de moi. Vous voyez, les ressentis intérieurs. Il faut écouter son corps. Il faut écouter... je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir. Non, mais vous êtes heureux comme ça. C'est-à-dire que finalement, où d'autres se compareraient à d'autres et cette comparaison les ferait souffrir. Vous dites, c'est ça, vous n'êtes pas un donneur de leçons, de dire comment il faut vivre. Vous vivez comme ça et vous vous sentez heureux. Et c'est ce qui compte, vous avez raison. C'est d'être en accord finalement. Voilà, moi je suis en accord avec moi-même. Bon, naturellement que ça s'est étudié petit à petit, quand j'ai grandi, les expériences de la vie, ma façon de vivre, tout ça. Après, on se découvre, comme vous me dites, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement, beaucoup ont peur de se retrouver à soi-même, devant leur glace, à soi-même. Vous comprenez ? Oui. Beaucoup ont peur de ça. Et des fois, il faut une certaine force pour vivre seul. Voilà. Il faut une certaine force, vous savez, pour vivre seul. Hein. Ah oui, dans mon entourage, le peu qui me reste, ils me disent, c'est vrai que tu as une force de caractère certainement. Oui, moi j'ai toujours vécu tout seul. Je me suis débrouillé tout seul, comme tout le monde. J'ai eu des hauts, des bas et tout. J'ai toujours fait face tout seul. Mais avec des liens, néanmoins. Vous êtes un solitaire, mais ce qui ne veut pas dire que vous êtes un ermite. Et isolé, ça fait deux. Oui. C'est tout à fait différent. Ça fait non, je suis pas isolé. Bon, maintenant, disons qu'à la limite, par rapport... Mais alors, vous disiez, Bernard, parce que pour revenir quand même sur le fil conducteur de Mylène qui nous écoute, que par rapport à votre vie, je vois sur votre petite fiche que vous avez subi des remontrances quand même de votre entourage. Ah oui. Arrivé à un moment donné de ma vie, disons que j'ai commencé à attaquer la quarantaine, pour ainsi dire. Oui, mais c'est ça, c'est un âge charnière. Voilà, ça c'est un charnière. Comme vous, alors, Mylène. Tu ne veux pas avoir d'enfant. Vous savez, le bon discours préparé que tout le monde apprend par cœur. Tu ne veux pas avoir d'enfants, tu n'aimes pas les enfants, naturellement tu vas vivre seul et qui c'est qui va te soigner? Vous savez, ces discours connus et reconnus. Oui. D'ailleurs, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, je vous dis, c'était samedi, là, j'étais chez un commerçant là, de ma commune où je suis, on discutait et tout. Et il me dit, alors, comment vous allez faire? Vous n'avez pas d'enfants, qui c'est qui va vous... Je n'ai pas relevé.
Bon, j'ai rien dit, je n'ai pas relevé. Oui. Vous voyez, alors, ce qui me fait sourire, vous voyez que l'être humain est complexe quand même. La société est complexe. Nous sommes tous complexes. On parle, particulièrement pour les femmes, on parle actuellement, surtout depuis quelque temps, les femmes, on veut être des femmes libres, on veut être des femmes libérées, on veut être... Et puis, en définitive, beaucoup de ces femmes, moi je parle, disons que, bon, bien sûr, je vais me faire des ennemis, mais beaucoup de ces femmes-là qui parlent d'être libres, le féminisme, etc., et je veux faire ce que je veux de ma vie, c'est les premières à critiquer celles qui ne veulent pas avoir d'enfants. Vous savez que oui, parfois, c'est assez juste. Oui, mais vrai. Ça fait rien, je me sers des ennemis, mais vous savez, entre elles, elles se font pas de cadeaux. Hein. Et ce sont les premières à taper celles qui, justement, qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants, qui ont envie d'avoir une vie même célibataire, qui ont le droit, et je ne vois pas pourquoi, parce que j'ai toujours été comme ça d'ailleurs, même, je ne sais pas, enfin, même petit et tout, j'avais un sens de la liberté, voilà, moi j'avais un sens comme ça. Et elles ont le droit aussi, si elles veulent, d'avoir des aventures autant qu'elles veulent, des rencontres autant qu'elles veulent, ou pas du tout. C'est leur vie, c'est la vie de chacun. Vous êtes féministe, vous, complètement, là. Hein. Comment ? Vous avez un discours très féministe. Ah, ben moi, vous savez, je vais vous dire, je ne vois pas pourquoi une femme ne mènerait pas une vie comme entre guillemets, amoureuse. Un homme, naturellement, que c'est plus respectable qu'un homme soit libre et des aventures et vous voyez ce que je veux dire. C'est plus toléré, en tout cas. Socialement. C'est plus toléré qu'il est une vie débridée, et la femme doit rester, Cela dit, Bernard, là aussi, attention au cliché, c'est pas parce que des gens vivent seuls, comme vous, ou des femmes célibataires, qu'ils ont une vie sexuelle débridée. Parce que parfois, ça fait partie des fantasmes des gens en couple. Dire s'ils veulent rester seuls, c'est parce qu'ils ont une vie sexuelle débridée. Non, excusez-moi, je ne dis pas ça. Je dis, si elles ont envie, elles ont le droit, comme nous. C'est ça, oui, vous êtes très ouvert d'esprit. Non, loin de là. Je ne dis pas que, comme moi je connais des hommes qui ont été seuls, et qui étaient des hommes tranquilles, qui étaient des hommes, tranquilles. En tout cas, comme vous le dites, il faudrait que chacun puisse vivre selon, finalement, ce qui lui est bon pour lui ou pour elle, et sans se soucier des autres. Finalement, sans tenir compte trop des autres. Et heureusement, quand même, de plus en plus aujourd'hui, on est moins dans des carcans traditionnels, je trouve. Mais pour revenir à Mylène, parce qu'il va falloir qu'on conclue. Alors Mylène, ça nous amène un peu loin, vous voyez, toutes ces discussions sur finalement avoir un enfant ou pas, ça fait parler du poids des conventions finalement et des conventions sociales qui pèsent encore notamment sur les femmes qui parfois décident de ne pas avoir d'enfants. Maintenant, je crois que par rapport à ce questionnement, vous me dites que vous êtes suivi en thérapie, c'est une question que forcément vous abordez et qu'il faut prendre le temps de continuer à aborder parce qu'après tout, si ça peut évoluer et vous pouvez, je ne sais pas ce qu'en dit votre psychiatre, mais vous avez encore un peu de temps devant vous. C'est-à-dire que vous vous posez la question au bon moment, je trouve. Vous voyez, c'est pas, vous auriez, 8 ou 10 ans de plus, évidemment, ça serait problématique. Mais là, c'est le bon moment, après tout, pour vous poser la question. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de vous dire, ce que je sens de vous, ce que je retiens de vous, c'est que par rapport à cette peur qui vous habite, parce qu'on sent qu'il y a cette peur, et c'est ça qui peut être un frein d'une violence, je trouve que vous êtes en train aujourd'hui de canaliser beaucoup de choses, et finalement d'apprendre à prendre soin de vous, à vous occuper de vous. Vous savez, l'agressivité, on en a tous en nous. C'est inhérent aussi aux humains. Simplement, après, on la canalise plus ou moins bien. Et en tout cas, je pense aussi que vous avez, de toute façon, je vous l'ai dit déjà, mais quelque chose de très maternel en vous. Et c'est même que vous ayez ou pas un enfant, je crois qu'on sent que vous avez beaucoup d'amour à donner. Et comme et ça peut effectivement, il y a l'amour qu'on donne à un enfant ou à ses enfants, mais il y a l'amour qu'on peut donner à beaucoup d'autres, comme le disaient des auditeurs. Regardez, si on prend Mère Teresa, elle n'a pas eu d'enfant.
Mais elle s'est occupée de combien de milliers, de millions d'enfants, Mère Teresa. Alors, vous voyez, parfois, il y en a qui élargissent encore plus le cercle. Et il y a plusieurs façons, je vous dis, d'être maternelle. Je vous embrasse en tout cas, Mylène. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir suscité ce débat. Merci beaucoup. Et merci Bernard aussi. Merci Caroline Au pour revoir. votre écoute. Merci beaucoup. Europe Au 1. revoir. L'homme en peine, il vit mais par la peine. Il attend devant cette photo d'antan. Il n'est pas fou, il y croit c'est tout. Il la voit partout, il attend debout. Une rose à la main, à part elle il n'attend rien. Alors vous êtes nombreux à réagir à la question soulevée par Mylène qui, jusqu'à 40 ans, ne soyait pas du tout mère et puis qui, là, depuis quelque temps, se pose la question, a peur finalement d'avoir des regrets, d'être passé à côté de quelque chose d'important. Roxane dit de toute façon, que l'on soit entouré d'enfants, d'animaux ou de personnes, l'important c'est d'être bien et d'être heureux dans sa vie. Roxane qui embrasse tout le monde, voilà, tous les auditeurs de la Libre Antenne. Zach dit, souvent les gens attendent de se voir en l'autre et puis quand c'est pas le cas, ils le rejettent. C'est vrai, malheureusement ça peut arriver. Et puis Sophia qui dit, on demande tout le temps aux femmes qui n'ont pas d'enfants, pourquoi elles n'ont pas d'enfants. Et après tout, on ne demande pas aux personnes qui ont des enfants pourquoi ils ont des enfants. Vous avez raison, c'est une bonne question. Comme si ça allait de soi, alors qu'après tout, ça va peut-être pas c'est pas aussi évident que l'on pense, et on ne demande jamais là les motivations. Ebjorg est tombé sous le charme de Bernard, figurez-vous. Bernard qui disait qu'il était célibataire, qu'il était seul, pas célibataire d'ailleurs, on sent qu'il a eu des histoires d'amour, mais qu'il voulait rester quand même autonome, indépendant. Ebjorg, elle dit vraiment, moi j'aimerais bien le connaître. S'il veut mon numéro, c'est avec plaisir, en espérant qu'il aime les animaux. Et puis Angèle dit aussi, cher monsieur, vous êtes l'homme rêvé. On comprend que vous vouliez être seul. Un joli paradoxe, mais hommage. Voilà pour vous, Bernard. Allez, on va maintenant accueillir Gabriel. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Gabriel. J'ai le cœur qui bat très vite parce que déjà mon petit cœur est malade, en plus de mon cancer, donc et en ce moment j'ai des problèmes terribles avec ma fille. Donc ça ne serait pas tellement le moment parce que oui, si vous êtes un aussi traitement qui est quand même lourd. Ça fait 37 ans que j'ai un cancer, Caroline. Avec des périodes de rémission. Je vis avec des périodes de rémission. Et on m'a enlevé les 2 seins, donc voilà. Mais j'ai très bien vécu ça. On n'a jamais entendu une plainte ni quoi que ce soit. J'ai mené ma vie, j'ai repris mon travail après m'être fait enlever un sein. J'ai repris mon travail après 30 jours d'arrêt, ce qui n'est pas beaucoup. Non, en effet. Et j'ai toujours fait pareil pour les 4 récidives que j'ai eues. Vous êtes très courageuse. Vous avez 80 ans aujourd'hui, oui. J'ai presque 80 ans. Oui. Et il vient de se passer quelque chose qui me fait terriblement souffrir. Enfin, c'est pas la première fois. Mais là, j'ai vraiment du mal à le supporter. Ma fille, qui a 50 ans passé, enfin, plus de 50 ans, vient d'être opérée de la vésicule biliaire. Et on avait trouvé à côté de la vésicule une petite grosseur, donc j'ai eu très peur, bien sûr, avec les antécédents. Mes parents sont morts tous les 2 d'un cancer. Donc j'ai eu très peur. Et lorsqu'elle est entrée, avant d'entrer à l'hôpital, c'est un petit peu embrouillé tout ça. Mais enfin, avant d'entrer à l'hôpital, je lui ai fait une proposition comme une maman qui aime sa fille. Je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on passe le repas du soir ensemble ? Et elle m'a dit non, je vais m'acheter un gâteau et je vais manger toute seule. J'ai respecté son choix. Le lendemain, elle devait partir à 8h à l'hôpital. Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je passe avant pour te passer la bétadine, puisqu'il fallait qu'elle arrive préparée pour l'opération. Elle m'a dit non, je vais y aller toute seule avec ma voiture.
j'ai respecté encore son choix. Elle devait être opérée dans la matinée. J'ai attendu jusqu'à 4h30 l'après-midi que quelqu'un me donne des nouvelles. Personne ne m'a donné de nouvelles. Elle était avec son compagnon. Personne ne m'a donné de nouvelles. On m'a laissé attendre. Ah bon? Oui, son compagnon ne vous a pas appelé pour vous prévenir que Son compagnon ça s'était bien n'a pas passé? appelé. Oui. Voilà. Donc j'ai appelé. Et il m'a dit, mais elle n'est pas encore rentrée en salle de réveil. Vous savez, ça fait une 10e opération que j'ai eue. Je sais ce que c'est que de rentrer de salle de réveil. On n'est pas en état de parler quand Non, ça que votre fille n'ait pas appelé, ça se comprend. Elle était fatiguée. Elle n'est pas appelée. Oui. Mais quand je suis arrivée, elle parlait avec son compagnon, tout allait bien, elle était réveillée et personne ne m'avait appelée. Et depuis, nous avons des rapports très froids, parce que je sens que je la dérange, que je la gêne, je ne sais pas pourquoi. J'ai été une maman, je suis une maman divorcée, puisque son papa m'a fait passer un enfer pendant 15 ans, et elle reproduit la même chose. La même chose que quoi? Que votre ex, que son père avec vous? La même chose que faisait son père. C'est-à-dire que c'est pas nouveau, cette attitude. Elle a toujours été un peu agressive avec vous? Pas du tout, parce que quand elle a vu que ça allait si mal avec son père, c'est elle qui m'a dit, maman, il faut que tu divorces parce que tu vas tomber malade. Elle avait 12 ans. Et effectivement, j'ai divorcé, et 3 ans après, j'ai eu mon premier cancer. Et donc là, ça allait vraiment mal avec avec son père alors? Pour qu'elle vous dise ça, dites-moi. Elle avait peur pour vous, elle était inquiète pour vous. C'était une horreur, c'était quelqu'un, et d'ailleurs il est toujours pareil parce qu'il a eu quantité de relations depuis et ça n'a jamais marché avec personne. C'est quelqu'un qui m'a toujours diminué, qui par contre me disait toi tu as eu de la chance de faire des études mais pas moi. Mais je lui disais, écoute, il y a une grande bibliothèque, tu as toute la liberté de lire, de t'instruire, de faire. Et puis je t'ai choisi parce que je t'aimais, parce que tu m'as plu tel que tu étais. Et après, quand vous avez divorcé, votre fille a vécu avec vous? Elle a été adorable avec moi jusqu'à l'âge de 25 ans à peu près. Donc elle vous a beaucoup connu dans la maladie, puisque vous me dites quelques années après, enfin très vite après votre séparation, vous êtes tombée malade. Oui, mais enfin vous savez, on peut dire que je suis tombée malade, mais que en fait, je n'étais pas malade. J'entrais à l'hôpital. On m'enlevait quelque chose, je ressortais. Je comprends. Je comprends que vous avez tenu bon, pris énormément sur vous pour continuer à mener une vie la plus normale possible avec beaucoup de courage. Il n'empêche. Même pas de courage. Je crois que pour moi c'était tellement naturel ce qui m'arrivait. Je sais pas. Oui, mais pour votre fille, ça n'a pas dû être si simple que ça. Non, ça n'a pas été simple. Parce que votre fille, entre ses premières années où elle a grandi avec, vous et votre mari, où l'ambiance était très difficile. Oui, ça a été très et après, vous, en vivant, elle a dû avoir peur. Elle a toujours vécu dans une certaine insécurité. Parce qu'après, vous, étant malade, elle était en âge en plus de comprendre. Voilà. Elle était en âge de comprendre, et même si, effectivement, vous rentriez à l'hôpital, vous faisiez ce qu'il y avait à faire, vous ressortiez, vous repreniez le cours de votre vie normale, mais elle savait quand même, elle vivait avec une maman qui rentrait à l'hôpital, qui en sortait, qui faisait des traitements, et ça devait être angoissant. Je ne sais pas si elle en parlait parfois, ou si elle ne disait rien, elle gardait tout pour elle. On en riait souvent. Vous arriviez à en rire? On en riait souvent. On arrivait à en rire, mais jusqu'à présent, j'en riais encore parce que vous savez, la dernière récidive remonte à 14 mois. Bon, ça a l'air de s'arranger. Puis à 80 ans maintenant, ça n'a plus une grosse importance. Ça ne veut pas dire que je n'ai plus envie de vivre. Oui, c'est ça. D'autant plus que j'ai mes passions. J'étais heureuse parce que par rapport à ma fille, par rapport à mes petits-enfants, les choses allaient mieux. Et on en parle, on essaie de ne pas en parler le moins possible.
surtout à ma petite fille qui a 12 ans. Alors ça, je ne veux absolument pas qu'on lui en parle. Je suis sa mamie chérie, je veux absolument pas qu'on lui en parle. Vous croyez qu'elle va pas s'en rendre compte, enfin qu'elle va pas sentir qu'il y a quand même un peu de changement? Je crois qu'elle s'en Finalement, rend compte. parfois, ce qu'on cache est plus difficile à vivre, hein, quand même. Elle le sait que je suis malade, mais elle ne sait pas que c'est un cancer. Mais elle sait que je suis malade parce qu'elle me voit prendre des comprimés, mais j'en plaisante avec elle. J'ai dit, oh là là, j'ai dit, ça y est, elle est mamie encore oubliée. Oui, vous les avez intégrés finalement. La maladie a fait partie. Vous avez fini, au lieu de la combattre en permanence, vous l'avez intégrée à continuer à vivre à ses côtés. Vous avez choisi le bon mot. Alors de plus, j'ai une passion, je peins. Ah oui. Je faisais des expositions. Et tout allait bien jusqu'à présent. Et elle a fait venir son père, ma fille a fait venir son père dans la petite ville où j'habite. Et là, ça a été la catastrophe. Elle a changé du tout au tout. Elle était redevenue gentille. Depuis que j'avais récidivé, elle était revenue la fille que j'adore. Prévenante, gentille, venant manger à la maison avec les enfants, avec ses enfants. Mais elle a eu beaucoup de difficultés, elle aussi. Parce qu'elle a eu un premier enfant sans papa. Mais là, je ne veux pas dire c'est normal. J'étais une maman, c'était normal. J'étais libre, je me suis occupée d'elle, je me suis occupée de l'enfant. Et puis, 10 ans après, elle s'est mariée. Elle a eu une petite fille, ma petite fille qui a 12 ans, et elle a divorcé. Oui. Ça n'a pas duré longtemps parce que c'est quelqu'un qui a un caractère tout à fait spécial. Peut-être que la vie qu'elle a menée y est pour quelque chose, certainement, et je le comprends. Je le comprends tout à fait. Mais je me demande pourquoi elle s'acharne sur moi par moments comme ça. Parce qu'en ce moment, elle s'acharne. Elle s'acharne sur vous. Écoutez, elle a eu une attitude tout à fait anormale. Elle a eu une attitude tout à fait anormale. Par rapport à sa dernière intervention, là, peut-être que j'ai cru qu'elle était seule quand vous m'en parliez. Vous voyez, de passer le dîner ensemble la veille de l'intervention et le matin. Oui, mais elle était seule. Oui, mais vous me parlez de son compagnon était auprès d'elle quand même à la clinique. Son compagnon était auprès d'elle à la clinique. Il ne devait pas venir parce que c'est un musicien, il avait une répétition et elle lui en a voulu terriblement et il a fini par venir. Finalement, il était là. Tant mieux pour elle. Finalement, il était auprès d'elle. Oui. Tant mieux pour elle. Mais j'estimais que c'était tellement mon rôle de maman d'être près de ma fille. Oui, mais alors, c'est pas. À partir du moment où il était là, je me retire. Non, mais c'était très gentil de votre part de lui proposer, mais peut-être qu'elle finalement était un peu, vous savez bien, avant une intervention, on est un peu stressé, elle préférait peut-être rester seule pour le coup, que d'avoir à parler. Vous voyez, ça ne veut pas dire que c'était contre vous Oui, mais elle m'a déjà fait des choses tellement. Je sais que je repars en arrière. Il y a quelques années. J'étais malade aussi, puisque je suis toujours plus ou moins... Oui, la maladie fait partie de votre vie. Voilà. Au moment du réveillon de Noël, elle m'avait invité, on fait le Noël avec les enfants, bien sûr, et elle avait invité des amis. Et elle m'a dit, après, alors ce Noël, mais je lui ai simplement dit, j'étais un petit peu gênée parce que je ne connaissais personne. Et pour le jour de l'an, elle a réinvité les mêmes personnes, excepté moi. Il ne faut rien lui dire qui puisse la contrarier. Alors, je ne sais plus, là, maintenant, ça s'est passé, là, il y a une huitaine de jours. Je sais plus comment la prendre. Laissez l'avenir. En tout cas, si par moment elle a si elle se montre agressive avec vous, quand vous me dites parfois elle s'acharne, ne vous laissez pas faire quand même. Dites-lui non, écoute, vous coupez court. Vous dites je suis fatiguée là, non, je veux pas de conflit là. Arrête. Je me suis trop laissé faire parce que quand elle est arrivée dans ce village, ma maman venait de décéder
Et m'avait laissé une jolie petite maison. Et à ce moment-là, ma fille m'a dit, écoute, ne reste pas où tu es, parce que je n'étais pas dans le village où je suis maintenant. Elle m'a dit, ne reste pas où tu es, ne reste pas seule, viens. Et je lui ai dit, je vais louer la maison, mais elle m'a dit, non, surtout ne la loue pas, tu la vends. Et quand je suis arrivée, j'avais vendu la maison. Elle était avec son mari à ce moment-là qui avait des grosses dettes. J'ai payé les dettes. Je voulais me racheter une maison dans ce village, j'ai payé ses dettes. Là, jusqu'à présent, je paie toujours des tas de choses pour elle parce que elle a un travail qui ne lui rapporte pas beaucoup. Oui, on voit que vous êtes très liés. Oui, mais on voit que vous êtes très liés. Hein. Il y a quelque chose, qu'il y a quelque chose de très fort entre vous, puisque vous dites que par moment, elle peut être extrêmement prévenante, extrêmement. Voilà. Mais il y a beaucoup d'ambivalence aussi. Peut-être que. Elle m'envoie des SMS en me disant, maman, tu es une femme extraordinaire, tu as un courage fou, tout le monde t'adore. Et puis pendant un mois, elle va me faire la tête. Ça me tue, ça. Oui, mais je pense, c'est un peu votre. Non, mais écoutez, écoutez, là, vous avez suffisamment à faire déjà, pas vous épuiser, pas trop vous tourmenter dans ce. Votre fille, elle vous aime. Il y a pas de, crainte à avoir. Vous le savez. Mais finalement, y compris d'ailleurs, il y a une image. Vous avez donné, vous le dites, une image de femme finalement très forte qui prend les choses en main, qui ne subit pas, et au fond on dit bien les chiens font pas des chats, c'est-à-dire que vous me parlez de, pardonnez-moi un peu cette expression, mais vous me parlez de l'intervention de votre fille là où vous êtes surprise qu'elle et puis un peu blessée, qu'elle n'ait pas voulu que vous soyez auprès d'elle, mais avec un modèle comme le vôtre, elle aussi, elle y va toute seule, elle se débrouille, elle fait face. Oui, c'est possible. Il y a mais par rapport à cette image aussi, quand elle vous dit, tous les gens disent que t'es vraiment formidable, ce qui est vrai. Et en même temps, elle, par moment, elle doit avoir aussi son vécu plus de fille, là, où, dans cette histoire-là, elle sait bien que tout n'a pas été formidable, y compris pour vous d'ailleurs. Que dans le couple, vous racontez l'histoire et elle a grandi au sein de votre couple. C'était difficile. Elle a grandi au milieu des heurts, des disputes et des conflits. Après, vous avez fait face, encore une fois, vous avez mené votre vie tambour battant, hein, mais pour autant, elle, ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas eu beaucoup d'inquiétudes pour vous et beaucoup de soucis. Quand vous rentriez à l'hôpital, vous ressortiez. Vous voyez, même si elle ne vous en parlait pas, et je pense qu'il y a des moments où il y a tout ça. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'amour et en même temps, il y a le fait que il y a des moments où ça n'a pas été simple et qu'on n'attaque pas non plus, c'est difficile d'attaquer un modèle. Et par contre, j'ai été odieuse avec elle, là je reconnais, mais j'ai craqué. C'est la première fois que je craque depuis... Pourquoi vous dites que vous avez été odieuse ? Depuis 40 ans. Oui. J'ai été odieuse avec elle parce que je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression que je ne fais plus partie de la famille, parce que c'est vrai que souvent, elle invite des personnes de la famille. Par exemple, elle le dit à sa fille, tiens, ce soir, on va faire des crêpes. Mais elle ne dira jamais, bien, mamie, tu veux rester avec nous, manger 2 crêpes. Jamais. Par contre, elle vient chez moi. Votre fille vient chez vous ? Elle vient chez moi, mais elle n'aime... Chez elle, non. D'ailleurs, son fils me l'a dit l'autre jour, j'étais en larmes, parce que mon petit-fils est arrivé, j'étais en larmes. Et il m'a dit, tu sais, il ne faut pas te faire de soucis, parce qu'elle m'a reçue de la même façon. Oui, donc c'est pas propre à vous. Peut-être qu'elle a cette relation aussi... quand elle vient chez vous, est-ce qu'elle est agressive ? Quand vous êtes toutes les deux ? Est-ce qu'elle vous attaque un peu ? Ça dépend. Non ? Ça dépend. Elle a peut-être besoin... On voit qu'elle est encore très en demande, très en attente. C'est-à-dire, même si elle a construit sa famille, quand elle vient chez vous, elle se retrouve seule face à vous. Elle a besoin de ça, semble-t-il.
Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on a notre type de relation quand on est seul avec ses parents ou avec un frère ou une sœur, et si toute la famille est rassemblée. Hein, donc elle a besoin aussi de ces moments comme ça. On sent qu'il y a quelque chose où, par moment, elle redevient certainement... Je pense qu'elle vous dites, jusqu'à 25 ans, elle vous a causé aucun souci, aucun problème. Ah non, elle a fait adorable. en sorte, mais oui, elle a fait en sorte justement de certainement de vous causer le moins de soucis possible, parce que vous en aviez suffisamment. Elle est partie. Un jour, elle est partie. Elle avait un emploi bien. Et puis de seul coup, ça l'a prise. Elle est partie. Elle est partie vivre comme une baba cool. Mais je n'ai jamais rien dit. Je ne lui ai jamais rien reproché. Rien. Mais justement, je pense qu'effectivement, vous avez un côté mère courage. Je sais que ça va pas vous plaire. Mais puisque non. Quand je dis mais quand je disais que c'est difficile d'attaquer un modèle, de déboulonner un modèle, il y a quelque chose de, elle vous a aussi certainement, peut-être vous en rendiez pas compte parce que vous-même vous étiez absorbée, vous étiez, je regrette, courageuse, vous avez fait face à beaucoup de difficultés, hein. Mais elle aussi, elle a dû faire en sorte de vous protéger à un âge où, si vous voulez, de pas en ne causant pas de soucis. Et vous avez été très liées toutes les deux. C'est ce que dit Brigitte d'ailleurs. Absolument. Et d'ailleurs, on voit que ça continue. Elle a besoin par moment de se retrouver avec vous, ce qui témoigne qu'elle n'est pas dans l'évitement avec vous. Sinon, elle vous verrait avec tout le monde. Non, au contraire, elle recherche cette proximité. Et peut-être que c'est là qu'est le nœud du problème. Brigitte a encore une fois très judicieusement senti les choses. Elle dit votre relation est sans doute un peu trop fusionnelle. Et c'est lié à votre histoire commune, à votre parcours. Mais attendez, elle ajoute, par rapport à l'intervention, c'est pas si grave. Hein. Franchement, il faut pas que vous vous fixiez là-dessus et que ça vous tourmente, quoi. Il faut au contraire laisser aller, être ouverte. Elle va revenir vers vous. Elle revient toujours vers vous. Parce que là, je n'y vais pas. Mais non, mais elle va. Vous savez qu'elle revient. Elle va revenir, bien sûr. Mais j'ai été odieuse avec elle parce que c'est la première fois que je craque depuis 40 ans. Non, arrêtez. Gabrielle. Je vais vous dire quand même ce que je lui ai dit parce que c'est vraiment affreux. Je lui ai dit, tu ne me supportes plus. Je lui ai dit, tu sais pourtant, les personnes âgées ont besoin de se rendre utiles. Et c'est tout ce que je voulais. Et je lui ai dit, tu devrais le savoir, toi qui travailles dans un hôpital de gériatrie. Bon. Et là, elle s'est mise à hurler. Elle est allée se taper la tête contre un mur. J'ai dit, mais écoute, c'est pas possible, tu deviens folle. Mais je lui ai dit, de toute façon, ne t'inquiète pas, avec ce que j'ai, il n'y en a plus pour longtemps et je vais te débarrasser le plancher. Exactement, et je suis partie en claquant la porte. Bon, vous étiez en colère, écoutez, vous avez le droit d'être en colère. J'étais très en colère, mais c'est affreux ce que je lui ai dit. Pas tant que ça. Ça peut arriver d'être en colère. C'est assez culpabilisant. C'est culpabilisant, mais de dire en gros, vous lui renvoyez qu'elle est là à ce moment-là, qu'elle n'est pas une bonne fille, quoi. Bon, écoutez, après tout, il y a des moments où elle aussi, elle vous attaque. Donc vous avez réagi, vous étiez en colère, vous avez le droit d'être en colère. Après tout, ça peut arriver. Simplement. Oui, ça m'arrive rarement. Bon, écoutez, vous êtes. Après tout, ça montre aussi qu'il faut par moment qu'elle pousse pas le bouchon trop loin non plus avec vous. Oui, voilà. C'est tout. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Mes amis me disent qu'il y a une pointe de jalousie. Je ne vois pas pourquoi. Non, je crois pas. Enfin, moi, je sens pas les choses comme ça. Mais je vous dis, c'est que vous avez une relation extrêmement forte, très fusionnelle certainement, et qu'à un moment, forcément, ça clash un peu. Et puis, franchement, pour le coup, là, vous focalisez sur cette histoire d'intervention trop. Vous voyez, là, il faut vraiment pas vous attacher à ça. Votre relation, qui est une relation forte et intense même, hein, et d'ailleurs, elle a les qualités de ses défauts. Il y a des excès entre vous parce que vous êtes des tempéraments, vous êtes un tempérament fort et votre fille aussi certainement. Il vaut mieux vous penser à la relation que vous avez qu'à vous arrêter sur ce qui s'est passé pour l'intervention. Elle allait bien, c'était pas une grosse intervention. Elle avait le droit, après tout, de vouloir rester seule, hein. Oui. Non, mais ça, je le comprends. Voilà. Donc, il s'agit plus de oui, mais vous savez, oui, mais elle voulait peut-être pas vous, oui, mais la vie, c'est pas toujours carré, net et clair. Elle voulait peut-être pas vous faire de peine. Et puis après tout, ce soir-là, elle était peut-être un peu tourmentée à la veille d'une intervention. Voilà, c'est pas grave, faut pas fixer là-dessus.
Et oui, elle est tourmentée aussi. Bon, je sais qu'elle est tourmentée ça peut parce arriver, qu'elle a un c'est problème. Elle a un problème financier Donc, et auquel je ne peux pas pallier parce que c'est pas je n'ai grave. plus d'argent. J'ai C'est pas tout grave. donné. Elle va s'arranger. Elle s'arrangera Elle va sans vous. s'arranger. Vous n'êtes pas Il obligé va falloir de qu'elle pallier s'arrange. tout. Elle peut s'arranger autrement. Mais je vous remercie, Caroline. Il faut pas que vous vous tourmentiez comme ça là, parce que Non, ça. parce que je suis quelqu'un de gai. Je fais rire. J'ai Oui, une amie vous qui est avez fait handicapée, je la fais face. rire aux larmes. Oui. Quelquefois, on prend des crises de fou rire. Elle me dit souvent, si vous n'étiez pas là, je serais déjà morte. Et on est très liés toutes les deux. Et je suis quelqu'un de gai, je suis quelqu'un qui aime la vie. Et, enfin, il faut croire que je l'aime. Certainement, parce que pour avoir oui, lutté tout à pendant fait. 40 ans, Tout à fait. et m'accrocher comme je me suis accrochée, Oui. là, je m'accroche Parce que pour vous mes êtes un peu petits-enfants. plus fatigué, peut-être, un peu plus. Vous voyez, il y a des moments comme ça où on se sent un peu bon. Et puis, comme vous dites, c'est quand même si vous avez intégré la maladie dans votre vie, bon, malgré tout, c'est à nouveau une récidive, c'est toujours difficile. Et c'est Oui, normal puis on aussi vient que de ça vous. m'annoncer que j'avais un problème cardiaque en plus. Bon, voilà, Alors, donc c'est écoutez, sûr vous que avez, j'ai beaucoup de choses. vous avez beau être forte et courageuse, c'est normal qu'il y ait des moments où c'est trop. Et du coup, effectivement, comme avec votre fille, vous êtes très proche, ça porte vos préoccupations tournent autour d'elle. C'est une façon aussi de moins penser à la maladie. Mais c'est pour ça que c'est pas si grave que vous soyez mise en colère. Votre fille, elle est intelligente, elle peut penser que, bon, en ce moment, ça fait beaucoup, vos problèmes de santé, que vous avez le droit d'être nerveuse et plus irritable. C'est normal aussi. Elle le sait, votre Je veux fille. me remettre à la peinture. Mais exactement. Oui, vous avez Je vais prendre raison. mes pinceaux. Exactement. Reprenez vos pinceaux, ça va vous faire du bien. Et vous allez voir Je que vous les remercie. choses vont rentrer dans l'ordre. Hein. Je vous remercie, Caroline. Mais Vous c'est m'en moi. donnez du courage. C'est moi qui vous remercie de votre confiance. Je vous écoute depuis au moins 15 ans. Eh bien, depuis les débuts, alors. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Prenez soin de vous, Moi Gabrielle. aussi. Au revoir. Merci, Caroline. Au revoir. Au revoir. Nous sommes ensemble encore pour 1 heure de direct sur Europe 1. C'est l'heure de votre libre antenne, bien sûr. Vous le savez, qui démarre dès 22h30 maintenant, du lundi au jeudi. Demain, le vendredi, vous avez rendez-vous avec Sophie Peters, à partir de 23h, 1h, ainsi que le dimanche soir. Vos messages aussi qui me parviennent par SMS. Fifi s'inquiète quand je laisse un blanc comme ça. Il me dit, alors qu'est-ce qui va se passer? Non, c'est juste que, voilà, il me passait une idée par la tête. Ça arrive, hein, parfois. 7 39 21 pour vos SMS. Brigitte revient sur le témoignage de Gabrielle, hein, qui était soucieuse, perturbée, un peu tourmentée avec les relations avec sa fille, d'autant que Gabrielle a de graves problèmes de santé en ce moment. Mais elle va les surmonter puisqu'elle a toujours surmonté jusqu'à présent toutes les épreuves qu'elle a traversées. Et comme le dit Brigitte, c'est un peu difficile d'être lié aussi fortement et de cette manière-là. Ça crée facilement des hauts et des bas, de grandes attentes, de grandes douleurs d'abandon. Mais tout ça finit par passer parce que l'amour est le plus fort. Et c'est tellement juste. C'est vrai que quand on est très lié comme ça, évidemment, les attentes sont très fortes, les déceptions aussi. Et donc, c'est des relations très, très passionnelle, très, très intense. Allez, on va accueillir maintenant, je crois que c'est Sylvie qui est avec nous. Bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oh, je vous entends très mal là. C'est très étouffé. Allez-y, parlez-moi. Oui, bonsoir. Oui, ça va mieux là, mais ça vient d'un peu loin quand même. D'accord. Là, je suis un peu enrhumée, donc je suppose que c'est pour ça. On dirait que vous venez de vous réveiller. Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Pas du tout. J'ai du mal à m'endormir, donc. Avec votre gros rhume. Voilà. Ah, c'est l'époque, hein, ça va arriver. C'est malheureusement là, et tous les microbes qui vont nous tomber dessus. Mais il va faire froid la semaine prochaine, ça va peut-être les tuer, tous ces mauvais microbes. Et puis le week-end arrive, vous allez pouvoir rester au chaud sous la couette. Je suis en vacances en ce moment. Donc, vous êtes une bonne élève, vous êtes malade pendant vos vacances. Vous allez être en pleine forme pour l'école. Je fais des économies pour la Sécu. C'est vrai, mais c'est très bien, je vous félicite. Bonne élève et bonne citoyenne. Oh ben ma pauvre alors, c'est pas marrant d'être malade pendant les vacances. Tout à fait. Mais je vais pas me plaindre.
Non, parce qu'un rhume, franchement, voilà, il faut attendre. Hein. Soigné ou pas soigné, ça dure 8 jours, quoi, à peu près. Tout à fait. Alors, vous vouliez me parler, vous êtes un peu dans une histoire sentimentale compliquée, je crois. Tout à fait. Moi, d'habitude, j'arrive à gérer ce type de problème. Mais là, je suis un peu perdue parce que je sortais avec quelqu'un. Je ne sais pas s'il faut dire je sortais ou je sors. Cette personne, ça fait 1 an et demi qu'on sortait ensemble. Oui. Et puis, on n'avait pas, à mon avis, Parlez bien, en revanche, Sylvie, parce que déjà, vous êtes enrhumée, alors parlez bien dans le combiné, ne bougez pas trop, parce que c'est vrai que sinon, c'est un peu difficile de vous suivre. Alors, parlez bien vraiment dans le combiné, essayez de pas trop bouger, parce que la liaison est vraiment pas bonne, là. Hein. Voilà. D'accord. Donc, à mon avis, ça va mieux, là? Oui, beaucoup mieux, oui, voilà. Je vous remercie. À mon avis, cette personne, il ne m'a pas laissé voir ni entrevoir qu'il y avait des problèmes entre nous. Donc, on a toujours eu une très bonne relation. Et depuis son retour des vacances en décembre dernier, en janvier dernier, j'ai remarqué qu'il y avait quelques changements. Donc, il n'a pas su m'expliquer ce que c'était. Bon, après, les choses sont reparties. Et ne voilà-t-il pas qu'en mars, l'une de ses filles aurait abandonné, selon ses dires, ses 2 enfants au domicile. Donc, ne voulant pas que le service social prenne ses enfants, il m'a dit je vais tout faire pour m'en occuper et tout. Donc, ce qu'il a fait, moi je l'ai encouragé, soutenu. J'ai même acheté des courses. Enfin, en tout cas, je l'ai soutenu à tous les niveaux. Ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de moi financièrement, mais mais enfin, vous avez été présente parce que forcément, ça crée beaucoup de stress et de difficultés. C'est lui qui s'est occupé des enfants et sa fille depuis est revenue ou pas? Ça, justement, je n'ai aucune nouvelle. Pas de nouvelles depuis. D'accord. Ce qui s'est passé, c'est que cette personne, curieusement, est éloignée de moi. Sans que je ne comprenne pourquoi. En octobre, récemment, j'ai une amie qui était de passage, qui l'apprécie, qui souhaitait le voir, le rencontrer. Et il m'a dit, il n'y a aucun souci, je viendrai et tout. Et en l'attendant, on ne le voyait pas, donc j'appelle, il ne répond pas, il m'envoie un texto. Quelques minutes plus tard, il ne m'attend pas, je suis occupée avec les enfants. Je dis d'accord. Après, il me fait c'est trop. Bon, ok. Et quelques minutes plus tard, j'ai un message qui me dit pas envie de parler. Et ça s'est passé en octobre. Jusqu'à ce jour, pas envie de parler. Jusqu'à ce jour, aucune nouvelle de cette personne. Mais je sais qu'il existe, puisque son Facebook, il poste des choses je ne sais pas comment interpréter les choses, mais il répond à aucun de mes appels. Oh, j'ai beau pleurer, j'ai beau dire, mais je ne sais pas ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Dis-moi, rien, mais plus dur que ça, j'ai jamais... Et depuis combien de temps, vous me dites, Sylvie, ça dure, ce silence-là? Alors, ce silence-là a commencé réellement depuis le mois d'octobre. D'accord, donc finalement, malgré vos nombreuses relances... Il ne répond pas alors que vous lui dites que vous êtes inquiète, que vous êtes malheureuse, et il ne répond pas. Aucune. Alors, j'ai une amie qui a tenté de lui parler, cette personne justement qui souhaitait le voir. Oui. Qui a tenté de la voir. Oui. Et il lui a dit tu comprends pas que c'est à cause des enfants que je ne puisse pas. Bon, c'est vrai que lors d'une discussion avec lui, il m'avait laissé comprendre qu'il avait été convoqué à l'école pour son petit-fils. Oui, mais qu'ils le disent. Évidemment, voilà. C'est évidemment un grand bouleversement dans sa vie. Et on comprend que ça ait de multiples répercussions, qu'il soit moins disponible. Mais qu'ils le disent. Parce que je trouve que vis-à-vis de vous, même s'il est confronté à beaucoup d'obligations,
il peut quand même répondre à vos messages. Il sent que vous vous inquiétez, dire je suis désolée, actuellement je ne suis pas, je suis débordée, dépassée. C'est pas contre toi, laisse-moi du temps, mais au moins répondre. Alors que ne pas répondre, c'est pas correct vis-à-vis de vous. Il peut prendre le temps, 1 minute, de répondre à un de vos messages. Hein. Mais c'est un peu ça qu'on lui reproche. En fait, oui. Pour mon entourage, c'est un peu ça qu'on lui reproche. Et il dit, vous comprenez pas et tout. Alors, et puis, donc mon ami lui a raccroché au nez parce qu'il dit, bon, ben écoute, les choses sont claires comme le doigt. Si moi je comprends pas ce qui est clair, je sais pas ce qu'il y a à comprendre encore. Et on lui a raccroché au nez. Et moi, il y a des moments où j'arrive à tenir, je n'appelle pas. Et puis comme aujourd'hui, j'ai craqué parce que ça me fait mal de vivre cette situation-là. Oui, mais je comprends, parce que c'est toujours très pénible et de rester sans nouvelles comme ça. Enfin, on se sent... oui, c'est qu'il y a un manque de prise en considération de vous et de ce que... Voilà, surtout que je ne l'ai pas vu venir. Donc, et quand vous l'avez appelé aujourd'hui, pareil, vous êtes tombé sur son répondeur? Non, j'appelle, ça sonne. Et oui, c'est insupportable. À la suite, oui. J'appelle, ça sonne. Et vous lui laissez un message? Vous avez laissé un message aujourd'hui? J'ai laissé un message en larmes et rien n'a fait. Oui, c'est pas correct. Réagit pas et tout, mais il poste quand même des choses sur Facebook. Oui, donc il a bien le temps de poster des choses sur Facebook. Tout à fait. C'est voyez, il prend le temps. Vous savez, si vous pouviez, Brigitte, il faudrait éviter d'aller sur Facebook parce que je trouve que ça alimente votre, votre chagrin. Tout à fait. C'est ce qui est pénible finalement aussi parfois avec ces nouvelles technologies, c'est formidable parce que ça permet d'être lié encore plus à ceux qu'on aime, mais en même temps c'est à double tranchant. Oui, moi je pense, en fait je vais, mais en même temps je me dis c'est un peu à 56 ans. Moi, j'ai 45 ans. Oui. À 56 ans, je trouve ça enfantin quand même, parce que nous sommes quand même des adultes, même si je veux croire qu'il y a les petits-enfants. Alors moi, je suis au stade où je me dis, il n'y a pas que les petits-enfants. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je me dis qu'il doit y avoir quelqu'un d'autre qu'il ne sait pas dire, mais j'ai du mal à comprendre. En tout cas, ça ne justifie pas un silence total comme il l'a. D'autant plus que par rapport à cette situation, qui est déjà un peu ancienne, enfin un peu ancienne, même si il y a plein de choses qui ont dû changer dans sa vie, vous avez été présente et vous l'avez aidé. Donc vous étiez prête à le soutenir. C'est pas comme si vous lui aviez dit oh là là, oui, ça change la donne entre nous. Le fait que tu es à t'occuper des petits enfants, tu vas être moins disponible. Non, vous aviez été présente et compréhensive. Donc il savait qu'il pouvait trouver un lien et un soutien auprès de vous. Donc maintenant, je crois que bon, c'est vrai que là, il y a autre chose, certainement, que ça. Et il vaudrait mieux, si vous le pouvez, ne pas le rappeler, parce que ça vous fait du mal. Moi, le pire, c'est qu'il a les clés de mon appartement. La première fois... Ça, il faut qu'il vous les rende. Hein. Voilà. La première fois qu'il s'était un peu éloigné, je lui ai dit, je pensais que tu m'aurais mis les clés dans la boîte aux lettres. Il m'a dit jamais, non, je t'ai jamais dit que c'était fini entre nous, jamais ça m'arriverait de faire ça et tout. Moi, je suis arrivée à un stade où je me dis, c'est vrai, il m'avait promis beaucoup de choses et je vois tout à fait le contraire. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre chaque jour, ou des fois j'arrive même à ne pas aller dans la boîte aux lettres de peur de trouver des clés. Et puis, je ne sais plus quoi penser. Franchement, je suis perdue face à ce comportement. Bah c'est pénible, c'est vraiment pénible et c'est vrai que c'est toujours difficile quand on alors que vous appelez, vous êtes mal, vous pleurez, vous laissez et que l'autre ne prend même pas en considération le fait de vous répondre, dire écoute je suis désolée ou franchement, enfin prendre le temps de vous dire quelque chose.
Vous dire, tu vois bien que je suis plus disponible s'il veut vous ménager, mais dire je peux plus, je suis désolée, mais je suis plus disponible pour cette relation, c'est pas lié à toi, voilà. Il peut trouver une façon si vous voulez. Mais moi, je suis prête à l'entendre, c'est-à-dire que moi, même si je écoute, on met un frein à la relation, ça me ferait mal parce que c'est quelqu'un, franchement, j'ai 45 ans, des relations, je n'ai pas connu des masses, mais quand même, j'ai quand même vu ce que c'était qu'un crétin et puis quelqu'un de correct. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vu tout le bon moment, les bonnes actions qu'on a eues ensemble, vu le comportement qu'il tient, je suis à me demander, mais en qui croire? Parce que je croyais que j'avais vu des mauvaises personnes, mais je me dis non. Je pense que les 1 an et demi qu'on a passé ensemble, je ne sais pas s'il faut les garder en souvenir. Parce que me faire ça, je trouve que c'est un peu exagéré. Vous êtes très déçu par son comportement actuel. Je comprends. Voilà. Je comprends, bien sûr, il y a de quoi. 56 ans, tous les deux, on s'était dit que c'était une relation où, je sais pas moi, on essayait d'aller de l'avant à deux et tout. Mais franchement, on avait des projets, on a aménagé l'appartement dans ce sens. Franchement, c'est pas... Alors, c'est vrai qu'il y a eu cet événement, qui n'est pas, qui est pas n'importe quel événement, où tout d'un coup, il y a eu la panique, la peur, l'angoisse, ça doit créer beaucoup de tension, sa fille qui part, qui laisse les petits-enfants, lui qui, heureusement, est là, prend le relais. Il n'empêche que c'est pas une raison pour ne pas, compte tenu de la relation que vous aviez, par respect simplement pour vous, dire si après tout il est pas même, mais qu'il le dise, qu'il vous dise un petit mot. Or il ne le fait pas. Et c'est vrai que là je reçois un message en disant il se laisse dépasser par l'événement. Du coup, c'est vrai que avec vos nombreux messages, il peut avoir l'impression, ajoute cette personne, qu'il est harcelé au lieu d'être aidé. Et il dit, finalement, les silences parlent et vous avez du mal à les entendre. Et vous, le fait, vos insistances disent beaucoup et il n'entend pas. Donc, en tout cas, là, il y a un mur dressé entre vous. Et pour le moment, de toute façon, vous faites le bilan vous-même et évidemment qu'il vous attriste. Et je comprends que ça vous attriste. Mais que pouvez-vous faire d'autre en ce moment, si ce n'est vous préserver un peu pour ne pas l'appeler? Parce que finalement, vous l'appelez, ça vous fait vous confronter à son silence et à son rejet. Et c'est douloureux pour vous. Ne vous mettez pas dans cette situation. Ah, ben je voyais Fifi et Jeanne qui rigolaient, là, ils me parlaient, je les voyais, je dis qu'est-ce qu'ils ont à rigoler, elle est partie. Bon, elle est partie, je parle toute seule, j'allais dire je parle dans le vide, non, il y en a peut-être quelques-uns encore qui écoutent, j'étais partie, moi ça y est, sur ma ligne droite. Bon, Sylvie, on vous a plus au téléphone, me dit-on, eh bien tant pis. Essayez de ne pas l'appeler cet homme et demandez-lui pour conclure de vos clés, parce que je trouve que s'il veut clore la relation, dans ces cas-là, quand on clôt une relation, on rend les clés. La libre antenne, la nuit, sur Europe 1. 39 34 centimes la minute. Sorry. All that you can say.